Je voulais vous parler de mon expérience personnelle sur l'éducation thérapeutique et sur la section éducation de la Société française de rhumatologie, qui a été une très belle aventure depuis 10 ans. Vous voyez que l'éducation thérapeutique, ça touche à beaucoup de choses dans la vie des patients, puisque c'est pour mieux vivre avec leur maladie, pour coopérer avec les soignants, pour vivre plus sainement, pour augmenter leur qualité de vie et augmenter leur autonomie et bien sûr l'observance. Tout cela a été bien sûr suite à des recommandations qui datent d'une dizaine d'années et aussi les recommandations de l'OMS et la loi HPST de 2009. Alors, parmi les principes fondamentaux, il y a des conséquences sur des potentiels nouveaux métiers. Il y a d'abord le caractère pluridisciplinaire, le fait qu'il y a des compétences supplémentaires, et là je m'inscris tout à fait dans les autres orateurs, qu'il y a beaucoup de métiers où ce n'était pas des nouveaux métiers, mais des nouvelles compétences. Et le fait aussi que ce n'était pas un métier à part, c'était vraiment un métier de soignant, ce n'était pas des éducateurs. Et enfin, tout ça devait être coordonné. Ce qui fait que, si je fais ça mieux, alors attendez, où est-ce qu'il est le diaporama là? Oui, je vais le mettre en diaporama, c'est plus joli. Pardon. Voilà. Et donc, si on pourrait voir les métiers de l'ETP de différentes façons. D'abord, il y a les métiers qui existent. Toute cette liste, c'est la liste du décret du 10 août 2010 qui dit toutes les professions qui peuvent faire de l'éducation thérapeutique, évidemment les médecins, les sages-femmes, les infirmiers, pharmaciens, diététiciens, etc. Mais aussi kinés, bien sûr, mais aussi des tas d'autres métiers comme les orthoptistes, les manipulateurs de radio. Bon, tous ces métiers-là peuvent faire de l'éducation thérapeutique, mais ils ont besoin de compétences supplémentaires. Et puis maintenant, il y a des nouveaux métiers. Et il y a aussi des patients qui sont aussi un peu dans les nouveaux métiers. Et là, ça pose des questions de ces nouveaux métiers dont la place n'est pas vraiment définie. Et pour les patients où il y a parfois une demande de professionnalisation des patients experts. Donc les compétences supplémentaires, c'est des compétences que nous n'avions pas eues dans notre cursus de base, puisque l'éducation thérapeutique n'est rentrée dans le cursus des infirmiers que depuis quelques années, et maintenant ça commence au niveau des médecins. Donc nous avions plusieurs décennies à rattraper sur ces compétences en éducation thérapeutique, qui étaient à la fois des compétences techniques sur favoriser l'information, la conception des dispositifs d'intervention, l'analyse des données, ensuite les compétences relationnelles qui étaient partie des études de médecine, avec la création d'un partenariat avec les patients, la coordination des différents professionnels, et puis l'organisation, c'est-à-dire créer des programmes d'éducation, planifier les actions, planifier l'évaluation. Et tout ça, ça n'existait pas. Et donc nous, on a eu le plaisir, d'ailleurs Yves en a parlé, de créer il y a 10 ans la section éducation de la Société française de rhumatologie, qui a permis à la fois la formation, mais aussi la recherche, et aussi une belle aventure humaine, puisqu'on a créé un DU spécifique qui a permis de rassembler tous les services de rhumatologie de France, qui envoyaient à Paris, parce qu'à l'époque c'était présentiel, des infirmiers, d'autres professions, des kinés et les médecins qui étaient tous formés ensemble. Et ça a duré pendant 5 ans. Et on a formé à peu près 200 professionnels qui ont formé une espèce de task force de l'éducation thérapeutique et qui ont permis le noyau de la coopération entre les professionnels en rhumatologie, parce que maintenant tout le monde se connaît, on se rencontre une fois par an dans une journée dédiée avec à la fois les professionnels et les médecins, et ça permet de développer ce qui va venir par la suite et dont je vais vous parler dans un instant. Alors nous avons quand même un petit problème avec le nouveau décret de janvier 2015 qui oblige toutes les équipes d'éducation thérapeutique à être formées pour une durée minimale de 40 heures. Avec un turnover, c'est quand même assez difficile à tenir la route pour former toutes ces personnes parce que c'est plus qu'un DPC, hein, c'est 40 heures de formation, alors que le DPC infirmier, je crois que c'est 20 heures ou quoi, c'est pas beaucoup, parce que j'ai fabriqué un DPC. Pardon ?
D'accord. Oui, mais il y a un petit lien quand même. Il y a un petit lien entre le financement et la durée. Ah, d'accord. Oui, j'entends tout à fait bien, mais je vous parlerai de mon petit DPC après. Donc là, j'ai créé ce DU éducation thérapeutique avec l'aide de tous mes collègues. Et puis maintenant, on a des nouveaux métiers. Parce que dans les programmes d'éducation, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas que les compétences, disons, d'auto-soin, il y avait aussi toutes les compétences d'adaptation, les compétences psychosociales. Et donc, on a vu arriver donc, dans les programmes d'éducation les APA, qui ont un rôle très très important pour le développement de l'activité physique, mais aussi des art-thérapeutes, des sophrologues, des professionnels de l'hypnose, les professionnels de la méditation en pleine conscience. Et alors là, beaucoup sont des soignants, c'est ce qu'on a déjà dit précédemment, mais il y en a qui ne sont pas soignants. Et alors là, on a un petit problème de positionnement de ces métiers. Est-ce qu'on doit les mettre dans l'équipe? Parce que de toute façon, il faut qu'ils soient formés 40 heures. Est-ce que ce sont des ressources simplement? Et donc là, il y a un petit flou, je dois le dire, sur ces nouveaux métiers qui sont très intéressants, mais qui n'ont pas une position très confortable par rapport au coordonnateur de programme. Donc, par exemple, nous avons un aide-soignant de notre service qui a proposé au patron de faire de l'art-thérapie. Donc, je dois le rencontrer. Il faudra que je vois comment il a été formé. J'ai un peu de mal à me positionner sur l'intégration réelle de ces nouveaux métiers, sur quels critères, etc. Qu'est-ce que c'est qu'un sophrologue? Vous voyez, c'est des questions qu'on doit se poser. Et puis, il y a aussi les nouveaux métiers qui sont issus de l'éducation thérapeutique ou qui sont parallèles, qui sont tous les métiers de coordination. Et là, il faut savoir que chez nous, dans rhumatologie, la plupart des infirmiers de coordination, ceux qui ont le diplôme, entre guillemets, cette formation, ce sont des infirmiers qui viennent de l'éducation thérapeutique. Parce qu'il y a plusieurs façons de coordonner les soins. Il y a les coordinations un peu basiques, voilà, vous avez rendez-vous à tel jour, telle heure, bon ça c'est très simple. Mais en fait, les malades, dès qu'ils ont un infirmier de coordination, qu'est-ce qu'ils font? Ils posent les questions. Donc il faut pouvoir répondre. Et il y a eu des études qui ont été faites en rhumatologie qui montraient que ces infirmiers de coordination, il n'y en a pas beaucoup, ils avaient 30% de leur activité, même plus, qui était de l'éducation thérapeutique, à la fois de l'éducation téléphonique et des conseils, d'orientation, etc. Donc ça, c'est un nouveau métier qui est issu de l'éducation thérapeutique. Et enfin, il y a les infirmiers et les professionnels cliniciens spécialistes, donc de ces pratiques avancées. Et là, je dois dire que je confirme que nous sommes avec un retard considérable depuis le rapport Berland et par rapport à nos collègues scandinaves, anglo-saxons, même australiens, bon bref, nous sommes en retard, mais il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas. Et donc, nous avons créé aussi un nouveau diplôme qui est le diplôme de soins infirmiers de rhumatologie. Et c'est donc par rapport à l'intégration par rapport à la corrélation entre un besoin et une formation, je pense que c'est assez intéressant parce que on s'est pris d'abord, on s'est dit que de toute façon, il ne fallait pas attendre des autorités avant de le faire. Parce que sinon, quand ça viendra, on n'aura pas les gens formés. Donc, il vaut mieux se débrouiller d'abord tout seul. Ensuite, on a fait un comité de pilotage. Et dans ce comité de pilotage, il y avait les infirmiers, les kinés, tout le monde. Il y avait les patients et les professeurs d'université. Je dois vous dire que moi, je ne suis pas du tout universitaire. Je suis PH mi-temps et libéral mi-temps. Donc, vous voyez, on peut faire des choses un peu atypiques. Et on a mis tout ce monde-là ensemble, on a fait un comité de pilotage, ensuite on a fait une enquête sur les compétences que voulaient avoir les infirmières. Donc on a dit, voilà, qu'est-ce que vous avez comme compétences, qu'est-ce que vous voulez avoir? Et avec tout ça, on a fait le programme de ce DU qui a commencé en 2015.
et qui essaye de se mettre en relation avec les recommandations EULAR, c'est-à-dire les recommandations européennes sur la coopération des professionnels. Il y a eu une question sur est-ce qu'il faut faire un diplôme, une formation seulement pour une catégorie de personnes. Et bien là, c'est cette question qu'on s'est posée. On était tous ensemble, il y avait des kinés, des podologues, plein de monde. Et puis on s'est dit, c'est un peu compliqué de créer d'abord pour tous ensemble. Donc on va créer d'abord pour les infirmières, ensuite on va essayer de voir comment on peut élargir. Donc ça, c'est une question qu'on peut se poser. Et maintenant, eh bien, on pense que ces infirmiers spécialistes, ces rhumatologie nurses, ils peuvent être aussi une autre task force, c'est-à-dire que ils font de l'éducation thérapeutique, mais aussi ils coordonnent la continuité des soins, ils font un suivi téléphonique, ils identifient les problèmes psychosociaux, ils font une prise en charge globale du patient, ils peuvent apprendre à faire les comptes articulaires, comme ça a été fait dans une étude en France qui a été très, très aussi fédératrice. Et donc, ben voilà, c'est tout. C'est ce que je voulais vous dire pour ce problème, pour cette partie professionnelle de santé. Et avec le message que quand on se débrouille déjà tout seul par nous-mêmes, ensuite on dit aux autorités, ben voilà, on a fait ça, maintenant trouvez-nous une place. C'est une façon un peu différente de faire. Et puis enfin, je voulais parler des patients intervenants. Non, vous n'êtes pas d'accord. Non du tout. Bon, les patients intervenants, donc ce sont des patients experts ou ressources. Donc, leur intervention est recommandée dans les programmes, elle est encouragée. Nous avons participé au premier appel de du ministère de la Santé sur la formation de ces patients experts. Ils sont la plupart associatifs, bénévoles et formés. Ils participent à beaucoup d'étapes de l'éducation thérapeutique. Et nous avons quand même des questions par rapport à ça. D'abord, ils sont très accueillis. On est très content de les avoir et eux, ils sont aussi très contents de participer, d'être reconnus. Il y en a certains qui ont des souhaits de professionnalisation et on ne sait pas répondre à ça. Et puis, on a aussi des patients qui ne souhaitent pas être vraiment experts, mais qui souhaitent continuer leurs activités associatives dans le cadre des programmes. Donc voilà, donc ça c'est un peu la vision qu'on a eue ensemble sur cette question en rhumatologie. Je vous remercie.